Pour la plupart des nations, créer une force aérienne est une affaire très sérieuse. Les États-Unis ont passé des décennies à développer leur supériorité grâce aux meilleurs avions. Le F-22 Raptor, le B-2 Spirit et le futur B-21 Raider, la Chine investit massivement dans la R&D de son aviation militaire à une échelle inédite. Si bien que la révélation d'avions de chasse secrets est très avancée, ainsi que de drones absolument gigantesques, est pratiquement devenue un événement hebdomadaire. L'Europe et le Japon développent rapidement des chasseurs de 6e génération. La Turquie et la Corée du Sud ont fait de grands efforts pour concevoir leurs propres avions de pointe. Et la Russie, la Russie fait de son mieux et ça compte pour quelque chose, non ? Bien joué les gars. Mais dans le monde entier, il existe une force aérienne mondiale qui vit selon la règle du style et qui parvient réellement à la respecter. En ce moment, la nation d'Indonésie est en train de construire une force aérienne qui relève carrément du rêve fiévreux. Un mélange chaotique de technologies aériennes issues de presque tous les continents. Quand l'Indonésie aura rempli ses hangars avec les avions commandés, elle prendra son envol. Des chasseurs américains aux côtés d'intercepteurs russes. Des ailes Delta françaises sophistiquées aux côtés de chasseurs à hélices brésiliens. La fierté volante d'Ankara aux côtés du tout nouveau chef-d'œuvre de Séoul. Alors que la plupart des pays choisissent leurs avions de chasse favoris, Jakarta a regardé le menu et a dit « J'en veux un de chaque ». Voici donc ce qu'a fait l'Indonésie et voici pourquoi cela fonctionne. Voyagez en Indonésie dès maintenant. Convainquez le gouvernement d'autoriser l'accès aux bases aériennes et à l'armée de l'air indonésienne lors de votre séjour. En fait, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir pour l'instant. Sur le papier, la nation compte 110 avions de combat, dont 23 F-16 C et D américains, relativement récents et sophistiqués. Mais examinez-les de plus près. La situation actuelle de l'Indonésie est nettement moins encourageante. Sur 110 avions de chasse, seulement 62 sont considérés comme opérationnels. Ces Su-30 et Su-27 russes dépérissent en faute de pièces, et ces vieux F-16 pourraient devenir des pièces de musée. Les autres avions qu'elle possède ne sont pas adaptés à un affrontement direct contre une force aérienne rivale de niveau mondial. Et tout cela serait décourageant si la cavalerie n'était pas sur le point d'arriver. En ce moment, l'Indonésie attend pas moins de 144 avions de pointe provenant de plusieurs nations à la fois. Et il ne lui manque que quelques signatures pour porter ce nombre à environ 200. Ces dernières années, l'Indonésie a dépensé sans compter, attirant certaines des entreprises aérospatiales les plus ambitieuses du monde. Les nations côtoyées par l'Indonésie sont des concurrentes industrielles, rivales géopolitiques et parfois de vrais adversaires. Pour Jakarta, cela fait partie du jeu. L'Indonésie a de l'argent à dépenser. Elle veut acquérir autant d'avions de combat haut de gamme qu'elle peut en obtenir. Si Washington, Pékin et Paris veulent se précipiter pour faire signer un contrat à l'Indonésie. Alors tout cela fait partie du jeu, n'est-ce pas ? Donc en examinant les avions qui vont rejoindre l'arsenal de l'Indonésie, nous devons expliquer une réserve importante. L'Indonésie a peut-être déjà acheté cette force aérienne, mais elle ne la possède pas encore, et ce, pour de nombreuses raisons. Nous allons y venir. L'Indonésie aborde cela avec une approche du type « signer les contrats maintenant, gérer la logistique plus tard ». Il est presque certain que l'Indonésie finira par recevoir tous ces appareils. Mais comme nous le verrons, certains ne sont même pas encore en production. L'Indonésie mettra encore des années à exploiter pleinement son potentiel. Pour notre propos, cependant, cela n'a pas vraiment d'importance. Les accords sont signés, les avions finiront par arriver. On voit déjà comment cette force aérienne indonésienne, chaotique mais efficace, va se former au cœur des futurs combats du pays. La flotte aérienne accueillera le premier chasseur furtif de 5e génération de l'arsenal indonésien et le premier développé hors des États-Unis, Chine et Russie. L'appareil appelé Kan, après son vol inaugural en février 2024, est devenu la fierté de la nation turque. Prévu pour la production à grande échelle d'ici 2030, le Kan est un avion de chasse bimoteur monoplace que la Turquie affirme aussi furtif que les F-22 et F-35 américains. Peut voler à Mach 1,8 et transporter 8 missiles, ou bombes dans une soute interne, et 6 autres sur les ailes. Le Kan vise à concurrencer directement les meilleurs avions de 5e génération américains ou chinois, sans les lourdes restrictions à l'exportation ni les dettes géopolitiques propres aux deux grandes nations.
Le Khan sera doté d'une avionique avancée, avec un radar de pointe et une fusion de données performante. Il est conçu pour voler avec un drone supersonique sans pilote, un appareil d'accompagnement loyal appelé An-K3 en Turquie. L'Indonésie a commandé 48 Khan en 2025 pour environ 10 milliards de dollars. Bien que l'Indonésie soit en concurrence avec l'Égypte, l'Ukraine, l'Arabie Saoudite et l'Azerbaïdjan, Jakarta s'est vu promettre ses appareils sous 10 ans. Aux côtés du Turc Khan, le Sud-Coréen Boromai, qui a volé pour la première fois en 2022 et est déjà en production limitée, devrait commencer à voler avec la Corée du Sud l'an prochain. Le Boromai est un avion de chasse de 4e génération très avancé. Cela signifie qu'il est presque un chasseur de pointe de dernière génération, sans toutefois pouvoir remplir tous les critères qui répondent à ce seuil. À partir de 2027, cependant, le Boromai sera construit et vendu dans une version modifiée en tant que véritable chasseur furtif de 5e génération. L'Indonésie participe au projet Boromai depuis 2010, et bien que le rôle de l'Indonésie dans l'initiative ait été la source de nombreux rebondissements entre Jakarta et Séoul, l'Indonésie s'attend toujours à acquérir 48 exemplaires de l'appareil dès que possible. Comme le Khan, le Boromai atteint Mach 1,8, possède un bon rayon d'action, 10 points d'emport et une avionique avancée. Cela le met au niveau des offres des États-Unis, de la Chine ou de l'Europe. En résumé, les premières versions du Boromai, y compris pour l'Indonésie, ne sont pas des chasseurs de 5e génération, car ils ne cachent pas leurs armes dans des soutes internes ni n'emploient le point de revêtement furtif sophistiqué. Il aura ainsi une signature radar supérieure à celle d'un appareil similaire pouvant dissimuler ses munitions. Mais même cette version du Boromai est meilleure que pratiquement tous les avions de 5e génération sur Terre. Et quand la Corée du Sud ajoutera de nouvelles améliorations avioniques à ses futurs modèles, l'Indonésie pourra sûrement en profiter. Outre la Turquie et la Corée du Sud, l'Indonésie veut signer un contrat avec les États-Unis pour 24 exemplaires de ce qui pourrait être le chasseur le plus impressionnant et non furtif du monde. Appelé F-15 EX, il ressemble extérieurement à tout autre F-15 utilisé par les États-Unis depuis le premier vol du chasseur en 1972. Mais si l'on regarde sous le capot, le F-15 EX est une bête bien plus dangereuse que ses prédécesseurs. Conçu pour traverser le ciel à Mach 2,5 avec une autonomie impressionnante et la capacité de grimper à 15 km en 1 minute, le F-15 EX est construit moins comme un avion de chasse traditionnel et plus comme un arsenal volant. Selon la configuration, un modèle EX peut transporter jusqu'à 12 missiles RR et 23 bombes ou missiles de diverses configurations, en plus d'une paire de réservoirs largables ou d'armes trop lourdes pour qu'un avion comme le Khan ou le Boromai puisse les transporter. Le EX est grand, bruyant, tout l'opposé d'un avion furtif. Mais son avionique avancée est conçue pour être continuellement mise à jour avec les nouvelles technologies. L'Indonésie n'a pas encore finalisé l'accord pour la EAX, mais elle devrait signer dès que possible. Peut-être une fois qu'elle se sera complètement désengagée d'un accord qui semble être au point mort pour l'achat de Sukhoi Su-35 fabriqués en Russie. Si un doute subsistait sur l'acceptation par la Chine voisine de la présence de nombreux F-15 avancés à sa porte, l'Indonésie s'est assurée que Pékin sache qu'il n'a pas été oublié. En 2025, l'Indonésie a annoncé envisager l'achat de 42 JIT-10C chinois, un avion de 4e génération abordable et impressionnant. Quelques mois avant l'intérêt public de l'Indonésie, le Pakistan avait déjà été félicité pour avoir utilisé le JIT-10C afin d'abattre plusieurs Rafales réputés et produits par Dassault en France. Bien qu'il ne s'agisse que d'une amélioration des versions précédentes du JIT-10, le JIT-10C représente une refonte d'une ampleur similaire à celle du F-15 EX. Il intègre de nombreux systèmes avioniques avancés, de nouvelles armes, des moteurs considérablement améliorés et d'autres caractéristiques qui le placent au même niveau que les avions non furtifs les plus avancés du monde. Une conception à aile delta avec une portée de combat respectable et une vitesse maximale de Mach 18, le JIT-10C utilise 11 points d'emport pour sa mission. Il peut utiliser les meilleurs missiles RR chinois, dont le PL-15 éprouvé au combat par le Pakistan contre l'Inde. En évoquant le Rafale français abattu par le JIT-10C, la France a fortement alimenté la frénésie d'achat de chasseurs en Indonésie. L'Indonésie cherche à acquérir la version F4 de l'avion, supérieure à celle présente dans l'arsenal indien lors de leur abattage. Il comprend des outils de détection longue portée et de mise en réseau.
Cela aurait sans doute été utile pour l'Inde, selon les informations sur la manière dont ces Rafales ont été abattus. Malgré cette tâche sur son dossier et quelques revers mineurs, le Rafale reste largement reconnu comme un avion de combat performant, offrant une vitesse de pointe et un rayon d'action comparable au J-10C et à d'autres chasseurs évoqués. C'est une puissante conception à aile delta avec une capacité d'emport impressionnante, utilisant 14 points d'emport pour tirer toutes sortes d'équipements standards de l'OTAN. Il peut aussi ajouter 5 réservoirs externes pour augmenter son rayon d'action comme les autres avions cités. Équipé d'une avionique moderne, il est conçu dans les forces françaises pour lancer des armes nucléaires. Bien qu'il serait vraiment surprenant que l'Indonésie ait un jour besoin de cette capacité, en tout, cela fait 5 avions de combat avancés que Jakarta cherche à acquérir. Le Khan turc, le Boramae sud-coréen, le F-15X américain, le J-10C chinois et le Rafale français. Pourtant, ce n'est même pas toute l'histoire de l'escadre de combat indonésienne. Le pays utilise encore une vingtaine de F-16 américains, quelques Su-27 russes et près d'une douzaine de Su-30, des avions multirôles connus pour leur grande vitesse et leur longue portée. Le pays possède 13 chasseurs légers sud-coréens FA-50 Golden Eagle, avions économiques et maniables, et l'Indonésie veut en acheter 19. Il utilise 13 Super Tucano avions à hélice brésiliens. Un avion qui, à première vue, semble tout droit sorti de la Seconde Guerre mondiale, mais qui associe une conception robuste, une grande autonomie et une longue endurance à une avionique moderne pour créer l'un des avions d'appui aérien rapprochés les plus intéressants et efficaces au monde. L'Indonésie utilise aussi plusieurs Hawk 200 britanniques, des avions d'entraînement transformés en chasseurs. Bien que ceux-ci soient maintenant sur le point d'être retirés très bientôt, et techniquement parlant, il y a encore une chance que l'Indonésie puisse acquérir une vingtaine de Su-35 fabriqués en Russie. Même si cet accord semble voué à l'échec, une fois toutes ces nombreuses commandes honorées, l'Indonésie aura environ 200 des avions de combat les plus sophistiqués du marché. Aujourd'hui, ce sera de loin la force aérienne la plus internationale au monde. Découvrons maintenant la méthode derrière la folie aérospatiale indonésienne. Avant tout, appréciez-vous ce que nous faisons à War France ? Vous aimez sûrement. Vous êtes à la moitié d'une de nos vidéos, alors merci. Mais voulez-vous plus d'épisodes ? Dans ce cas, des analyses et un regard approfondi sur les histoires qui façonnent notre monde. C'est pourquoi nous avons lancé Frontco, notre nouveau site web conçu pour vous offrir cela. Les rédacteurs de Warfront et de Political Front se retrouvent sur Frontsco pour analyser de près les conflits mondiaux, les intrigues géopolitiques et les forces stratégiques qui influencent notre monde. Chaque semaine, nous publions 2 épisodes vidéo exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs, y compris notre salle de briefing, un récapitulatif régulier des histoires peu médiatisées qui mériteront votre attention. Sur Front Stockholm, nous publions 2 articles d'experts par semaine, rédigés par des journalistes et analystes partageant leurs analyses avec notre public. Si cet épisode vous plaît, découvrez aussi nos récents sujets sur l'avion de transport tactique brésilien, l'insurrection indonésienne méconnue ou un article sur les échecs et atouts du Sukhoi 57 russe. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite pour découvrir nos autres contenus. Le lien est ci-dessous ou consultez notre nouveau subreddit, r/Frontsco. Un abonnement Frontsco coûte seulement 5 $ par mois et soutient baissant nos contenus gratuits. Et aussi tous les autres projets secrets que nous préparons en coulisses. Maintenant, revenons à l'Indonésie. C'est ici dans l'épisode que vous pourriez vous demander pourquoi l'Indonésie agit-elle ainsi ? Qu'est-ce que l'Indonésie espère accomplir en acquérant ces 5 nouveaux modèles de chasseurs avancés qu'elle n'aurait pas pu réaliser en s'appuyant sur un ou 2 seulement ? Eh bien, toute personne regardant cet épisode avec une connaissance approfondie de l'aviation militaire sait très bien que beaucoup de ces appareils remplissent à peu près les mêmes rôles. Et même si chacun d'eux a ses propres forces et faiblesses, ces compromis ne suffisent pas à justifier la construction d'une force aérienne de cette manière. Donc, les dirigeants indonésiens prennent ces décisions uniquement selon ce qui impressionne. En essayant d'impressionner le reste du monde, un peu comme l'Arabie Saoudite le fait avec ses mégapoles sophistiquées. Sinon, il doit exister une autre raison pour expliquer cette approche. Heureusement, l'armée et le contribuable indonésien sont motivés par bien plus que l'envie d'organiser les plus grands spectacles aériens de l'Indo-Pacifique. Et nous pouvons commencer par le désir de l'Indonésie de rattraper le temps perdu.
Dans les années 90 et au début des années 2000, l'Indonésie faisait face à de fortes sanctions internationales, surtout à cause de son attitude envers les civils. Au Timor oriental actuel, son intervention militaire est la guerre quasi totale contre le mouvement de sécession. L'Indonésie ne peut plus recevoir de nouveaux systèmes d'armes des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres pays. Et ce n'est qu'en 2006 que les dernières sanctions ont été levées. L'Indonésie avait déjà vécu une situation semblable avec l'Union soviétique. D'une part, cela signifiait que l'Indonésie avait traversé une période où elle n'avait pas pu acheter l'équipement qu'elle souhaitait. À la place, elle recevait au compte-gouttes le matériel excédentaire que d'autres nations pouvaient lui céder lorsqu'elles étaient, de façon intermittente, disposées à collaborer avec Jakarta. Mais d'autre part, et c'est bien plus important, cela signifiait que l'Indonésie avait tiré une leçon précieuse et difficile. Si votre arsenal dépend de quelques partenaires étrangers, ils peuvent vous couper les vivres sans que vous puissiez réagir. Après avoir eu le temps de constituer ses économies, l'Indonésie a choisi de diversifier stratégiquement ses achats d'équipements militaires en multipliant les sources. Même si cela implique plus de casse-tête et des contrats plus petits pour éviter toute dépendance à un seul fournisseur. Si par exemple l'Indonésie contrarie la Chine et que celle-ci cesse de fournir des pièces ou des mises à jour logicielles pour ses JDXC, l'Indonésie sait qu'elle peut compter sur 4 autres nations pour combler le vide, tout en ne perdant qu'environ 1/5 de ses meilleurs avions. Au pire, voire mieux. En donnant la priorité aux contrats avec des pays qui se considèrent comme rivaux, l'Indonésie rend également plus coûteux pour ces nations fournisseurs d'envisager de la couper. Disons que ce sont les États-Unis qui ont une raison d'être indignés contre l'Indonésie et essaient de couper sa chaîne de soutien pour ses chasseurs américains. L'Amérique peut essayer, mais doit en tenir compte. Cela offrira à la Chine une occasion unique de fournir le soutien et le partenariat que l'Amérique refusera. La Turquie et la Corée du Sud cherchent aussi à devenir de grands exportateurs d'armes et à vendre leurs avions de pointe. Et chacune d'entre elles pourrait essayer de tirer parti de cette relation avec l'Indonésie à son propre avantage. Sauf que maintenant, si l'une d'elles tourne le dos à l'Indonésie ou commet une quelconque offense, son rival direct est là, prêt à intervenir et à prouver sa supériorité. Pour l'Indonésie, une force aérienne diversifiée complique la justification de tensions par les fournisseurs envers Jakarta. Cela assure que si une de ces nations se dispute avec l'Indonésie ou ses dirigeants, la préparation militaire du pays ne serait pas affectée. Et les avantages de la diversification stratégique peuvent s'appliquer à une bien plus grande échelle. Les accords d'approvisionnement militaire diffèrent des autres accords commerciaux, notamment pour les avions de chasse avancés. Ce sont des relations qui durent des décennies et qui incluent bien plus que la première série de livraisons. Les nations, dans ce genre de relations. Elles auront besoin de pièces, de mises à jour, de formation, de soutien et d'autres ressources tant que cet avion restera dans leur arsenal. Alors que les nations qui exportent leurs avions peuvent profiter des avantages de contrats de plusieurs milliards de dollars auxquels les deux parties se sont déjà engagées. Les nations qui vendent ou achètent des armes à d'autres nations ont généralement tendance à être amies avec ces nations. Et dans le cas de l'Indonésie, cela signifie qu'elle peut plus facilement entretenir des amitiés avec toutes ces autres nations en même temps. Les États-Unis et la Corée du Sud bénéficient du patronage de l'Indonésie, la Chine bénéficie du patronage de l'Indonésie, la France et la Turquie en bénéficient également. Et si la Russie retrouve un jour la capacité d'exporter des armes à grande échelle, alors la Russie continuera probablement d'en bénéficier elle aussi. Du point de vue de l'Indonésie, tout cela est encore plus significatif car c'est un pays qui n'a pas de rivaux régionaux directs. L'Indonésie et la Malaisie n'entreront jamais en guerre. Singapour, Brunei et les Philippines ne cherchent pas vraiment à rivaliser avec Jakarta. Il serait très rare que l'Australie moderne participe à un conflit sans y être contrainte. L'Indonésie doit faire face à une insurrection sur son propre sol, sur l'île de Papouasie, mais elle n'a guère besoin de puissance aérienne sophistiquée pour garder l'avantage dans ce conflit. Si l'Indonésie subit une menace militaire existentielle, ce serait dans une guerre plus large dans l'Indo-Pacifique, où des coalitions menées par la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre risqueraient soit de qualifier l'Indonésie d'ennemi, soit de l'avoir prise entre deux feux. C'est d'autant plus problématique car l'Indonésie, avec la Malaisie et Singapour, contrôle le détroit de Malacca, une voie maritime clé probablement bloquée ou attaquée en cas de guerre totale. La Chine dépend fortement de ce corridor commercial, et il n'est pas difficile de voir comment la Chine ou les États-Unis pourraient en justifier des combats intenses autour de cette zone. La diversité de la force aérienne indonésienne et sa stratégie de diversification lui procurent deux avantages. Premièrement,
si l'une ou l'autre des parties tentait de sécuriser le détroit par la force, l'Indonésie disposerait de nombreux avions de combat avancés pour tenter de dissuader ou de défendre son territoire. L'Indonésie pourrait même fermer le détroit, possiblement avec la Malaisie et Singapour, plutôt choisir le camp auquel s'aligner. Mais plus important encore, Jakarta peut aussi s'assurer que Pékin, Washington et Séoul, en Corée du Sud d'ailleurs, la traitent avec le respect dû à un partenaire d'exportation très prisé et respecté, plutôt qu'une poignée d'îles à envahir dans une partie de risque. Les États-Unis, mais en fait la Chine et d'autres pays ont des intérêts géostratégiques en Indonésie, et évitent donc de compromettre ces relations, sauf nécessité absolue. Enfin, l'arsenal indonésien d'avions de combat, d'armes, de technologies et de simulateurs lui permet d'exporter ce qu'aucune autre nation ne peut égaler. Une fois qu'elle aura sécurisé la gamme d'avions qu'elle souhaite, l'Indonésie sera en mesure de fournir des informations sur la façon dont ces avions se comparent directement les uns aux autres. Lors de combats simulés, l'Indonésie pourra examiner chaque modèle pour détecter défauts et faiblesses et les opposer comme elle le souhaite. Ensuite, si l'Indonésie le souhaite, elle pourra transmettre ces informations aux entités internationales de son choix. Pour mesurer l'importance de cela, il suffit de remonter un peu dans le temps jusqu'à l'affrontement aérien que nous avons mentionné il y a peu entre les Rafales indiens et les JDXC pakistanais lors de leur confrontation en 2025. Depuis cette rencontre, les nations travaillant d'arrache-pied pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Comment les deux appareils se sont comparés et pourquoi chacune de leurs capacités a ou n'a pas conduit au succès. Des sources françaises affirment que la Chine a profité des rumeurs sur l'affrontement pour promouvoir le JDXC plutôt que le Rafale, pour les nations qui cherchent encore à acheter l'un des deux. Et même l'Indonésie n'a publiquement manifesté son intérêt pour le JDXC qu'après cet échange. Cela laisse penser que Jakarta a aussi pu être persuadé, possédant de nombreux avions de chasse avancés. L'Indonésie peut mener une étude et collecter des données inégalées par d'autres nations pour ces plateformes. Ce n'est pas aussi simple que d'essayer de déterminer quel chasseur est le meilleur dans un combat aérien en face à face. Chacun de ces avions est équipé d'armes, de moteurs, d'une architecture numérique embarquée et d'une gamme d'autres capacités. La communauté internationale souhaite que ces avions soient comparés par un partenaire fiable capable d'analyser les données. L'Indonésie pourrait s'en servir pour rééquilibrer la concurrence mondiale en publiant des données accessibles sur les meilleures plateformes et les moins performantes. Ou elle pourrait vendre l'accès à ces informations, accepter de partager des données ou d'aller collecter des résultats spécifiques contre rémunération, ou encore vendre un accès exclusif aux plus offrants, et offrir à la nation gagnante un réel avantage pour de futurs conflits, en échange de ce qui serait une dette considérable envers Jakarta. En développant une force aérienne avancée et diversifiée, l'Indonésie est devenue plus influente dans les affaires indo-pacifiques. La nation vise de bonnes relations avec tous et peut supporter un revers temporaire avec chacun. Elle a veillé à ce que ses puissances préférant satisfaire l'Indonésie plutôt que de gagner de petites querelles futures. La capacité de l'Indonésie à défendre son territoire stratégique continuera de croître. Et bientôt, elle pourra servir de réservoir d'informations que les pays puissants voudront absolument obtenir. Mais la stratégie de l'Indonésie comporte tout de même quelques problèmes persistants, et ce sont des problèmes trop importants pour être ignorés. Nous devons souligner que l'Indonésie n'est pas la seule nation au monde capable de poursuivre ce type de stratégie, mais c'est la seule qui a poussé la diversification stratégique aussi loin. Les autres pays refusent les risques pris par l'Indonésie. Même si l'Indonésie pourrait profiter de sa décision, rien ne garantit son succès. Le problème le plus évident dans tout cela, c'est que tenter de maintenir une force aérienne aussi diversifiée et avec un matériel de cette qualité est un cauchemar logistique. Même en ne considérant que les 5 avions de pointe que l'Indonésie semble vouloir utiliser. Au final, la charge en matière de formation, d'approvisionnement et de soutien pour l'Indonésie sera énorme. Ces 5 avions sont tous assez différents et ne sont pas directement interopérables. L'Indonésie devra créer 5 filières de formation distinctes pour ses pilotes et équipes de maintenance. Cela ne prend même pas en compte la difficulté d'enseigner à d'autres pilotes à piloter des avions d'attaque légers ou même des avions à hélice, qui sont des appareils totalement différents et qui ne sont pas forcément plus faciles à piloter, simplement parce qu'ils sont moins sophistiqués technologiquement. Le pays devra gérer plusieurs chaînes d'approvisionnement pour différentes bases.
Cela implique de financer d'un coup ces initiatives de maintien en conditions opérationnelles pour des décennies, dans un pays où le budget de la défense a toujours été difficile. Il faudra rendre les avions interopérables ou gérer séparément armement, entretien et réparation, avec peu de personnel, sur peu de bases et un budget limité. Pour y parvenir, l'Indonésie devra rester sur la bonne voie, malgré les pressions de la politique intérieure et les turbulences de la géopolitique régionale. Et malgré le fait que si des nations comme les États-Unis et la Chine entrent en compétition pour obtenir les faveurs de l'Indonésie, cette compétition risque de devenir très rude. L'Indonésie pourrait partiellement atténuer ces défis en voyant sa force aérienne plus comme une vitrine que comme un réel atout défensif. Mais ce compromis posera aussi des problèmes. Comme nous l'avons mentionné, l'Indonésie n'a pas beaucoup de chances de mener une guerre contre un pair régional dans un avenir proche. Si une guerre éclate à propos de Taïwan, Jakarta voudra une grande force aérienne moderne pour réagir. Il y a un danger pour Jakarta à signaler à toutes les parties qu'elle n'est particulièrement loyale envers aucun camp dans un futur conflit. Parce que cela signifie qu'aucune coalition menée par la Chine, ni aucune coalition menée par les États-Unis ne pourrait être certaine que l'Indonésie serait réellement à leur côté. La Chine a besoin des voies situnes navigables stratégiques contrôlées par l'Indonésie et les États-Unis veulent l'en empêcher. Si l'Indonésie est à la fois un partenaire à la loyauté douteuse et le propriétaire d'une armée de tigres de papier, alors Washington comme Pékin pourraient fièrement de faire ce choix. En cas de guerre totale, il est plus logique d'agir unilatéralement envers l'Indonésie et d'obtenir ce dont ils ont besoin en partant du principe qu'ils pourront aplanir les éventuels ressentiments diplomatiques plus tard. Pour tous les risques que l'Indonésie prend, il faut quand même reconnaître le mérite de Jakarta. Parce que si la nation tient bon, alors dans quelques années à peine, elle abritera l'une des forces aériennes les plus fascinantes de l'histoire. Elle fera aussi face à un cauchemar logistique et un champ de mines géopolitique. Et une force aérienne qui pourrait tout aussi bien devenir un fardeau pour l'Indonésie qu'une source de fierté nationale. Mais cela ne change rien au fait qu'en ce moment, l'Indonésie tente quelque chose avec sa force aérienne qu'aucun autre pays ne peut égaler. Un exercice de réflexion stratégique non conventionnel qui est en passe de construire l'une des forces aériennes les plus atypiques de mémoire d'homme. Maintenant, la seule question qui reste est de savoir si l'Indonésie pourra réussir son atterrissage. Merci de votre attention.